Le 6e chapitre de ce cours de paléontologie, comme vous le voyez, s'intitule Taxonomie et systématique. D'abord, quelques rappels de terminologie. Le terme taxonomique vient de taxis, qui signifie classement, et nomos, qui signifie loi. Donc, autrement dit, c'est les lois du classement. Et c'est la loi de classement, bien évidemment, des taxons. Un taxon étant une entité regroupant des organismes possédant en commun certains caractères diagnostiques. Donc, vous connaissez déjà, vous avez déjà fait quelques sciences d'épée, donc vous connaissez déjà embranchement, classe, ordre, etc. Donc, on va de l'espèce jusqu'au monde vivant. En allant dans ce sens, donc, on va avoir un ordre décroissant des caractères communs. Et en allant dans ce sens, c'est le contraire, un ordre croissant des caractères communs. Une petite remarque, dans certains livres, vous pouvez trouver le terme taxonomie avec un O ici au lieu de taxonomie, mais en réalité, c'est une erreur étymologique, même si c'est un terme très utilisé. La deuxième science qui nous intéresse ici, c'est ce qu'on appelle la systématique et qui consiste donc à classer les êtres vivants dans un système. Un système, de manière générale, étant tout simplement un ensemble d'éléments interagissant entre eux selon un certain nombre de principes et de lois. Et la nomenclature, vous connaissez le terme nom, donc c'est tout simplement la science qui établit les lois et les règles pour donner des noms aux différents taxons. Mais dans la pratique, ces trois sciences sont peu distinctes et parfois, pour faire simple, on les regroupe sous le nom de classification. Au cours de l'histoire des sciences, la classification a connu plusieurs bouleversements, plusieurs changements, mais la première classification qui a été largement admise par la communauté scientifique, c'est ce qu'on appelle la classification linnéenne, et qui doit son nom à son inventeur, le Suédois Carl von Linné, dont le nom initial était Linnaeus, qu'il avait modifié après sa nobilisation. Et cette loi donc a été établie, cette classification a été établie par Linné en 1735. La classification de Linné, c'est celle que vous utilisez en TP, où on a une organisation au niveau hiérarchique de l'espèce jusqu'à l'embranchement, mais pour nous, pour cette année en TP, où vous avez déjà fait les 3 premières séances, on s'arrête au genre, on ne va pas jusqu'à l'espèce. La classification linnéenne est certainement encore utilisée jusqu'à aujourd'hui, mais en biologie, la systématique utilisée actuellement, c'est plutôt la systématique phylogénétique ou ce qu'on appelle également la systématique cladistique. Et elle consiste à rechercher les degrés de parenté entre les différentes espèces selon leur ancienneté, plutôt selon l'ancienneté de leurs ancêtres communs. Tant que les caractères communs, lorsqu'on compare deux espèces différentes, tant que les caractères communs sont nombreux, tant que ces deux espèces sont proches sur le plan phylogénétique. Et au contraire, lorsque les caractères communs entre deux espèces sont très rares, ça signifie que ces deux espèces sont assez éloignées sur le plan phylogénétique. Pour revenir à la biologie, pour la classification actuellement, la classification cladistique, bien évidemment, plusieurs caractères sont utilisés, la morphologie, l'éthologie, etc. Mais le caractère le plus utilisé maintenant, c'est l'ADN. Voici un exemple qui fait le lien entre la biologie et la géologie. C'est un schéma cladistique
des pinsons des îles Galapagos, plus connus sous le nom des pinsons de Darwin, mais basés sur l'ADN. Donc, les différents nœuds correspondent aux divergences. Donc, ces deux espèces sont très proches et leur divergence correspond à ce nœud. Ces deux groupes, composés par ces deux genres, et l'autre groupe composé par ces deux genres, ont également une ascendance commune, mais la divergence, elle remonte à ce point, et ainsi de suite. Donc, au fur et à mesure que les espèces sont éloignées sur le cladogramme, ça signifie qu'elles sont de plus en plus différentes génétiquement. On revient à la nomenclature, et on parle d'abord de la nomenclature biologique, qui, comme on l'avait déjà dit, a été élaborée par le Suédois Linné. Et elle correspond à des noms soit déjà latins dès l'origine, soit latinisés. Et dans cette nomenclature, chaque taxon reçoit un nom, et il y a des règles qui permettent qu'il est impossible de donner le même nom à deux taxons différents. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la nomenclature biologique est définie de façon rigoureuse, précise, unique et universelle. Unique, c'est-à-dire, comme je viens de le dire, chaque taxon a un nom, et deux taxons différents ne doivent pas avoir le même nom, et un même taxon ne doit pas avoir deux noms différents. Universel, c'est-à-dire que lorsque c'est défini, c'est valable dans tous les pays, que ce soit anglo-saxon, francophone, arabe, japonais, n'importe où. Et ce code, c'est ce qu'on appelle le code international de nomenclature. Donc ça, si vous voulez, c'est pour la nomenclature biologique. Et pour la paléontologie, on ne se casse pas la tête, on applique tout simplement les mêmes règles. Donc on dit que la nomenclature paléontologique obéit aux mêmes règles que la nomenclature biologique. Alors, comme on l'avait vu tout à l'heure sur le graphique, l'espèce est l'unité au taxon de base de la classification des êtres vivants et des fossiles. Ça d'une part, donc l'espèce, on va y revenir dans le dernier chapitre, chapitre 7. D'autre part, il faut savoir que toute espèce, que ce soit une espèce vivante, c'est-à-dire actuelle ou une espèce fossile, toute espèce, n'importe laquelle, doit être rattachée à un genre. Donc le genre et l'espèce constituent une sorte de binôme. Par conséquent, dans la nomenclature, on va distinguer trois niveaux. Le premier niveau, composé par le genre et l'espèce. Puis, un autre niveau qu'on va appeler catégorie infraspécifique et qui regroupe donc les catégories inférieures à l'espèce, ou si vous préférez, des subdivisions à l'intérieur d'une même espèce. Et un troisième niveau qui correspond aux catégories supragénériques, c'est-à-dire des catégories supérieures au genre. Donc, on va commencer par le genre et l'espèce, puis les catégories infraspécifiques, et enfin, les catégories supragénériques. Alors, dans la nomenclature, chaque espèce est désignée par le binôme genre-espèce. Ce binôme doit être suivi du nom de l'auteur qui a créé l'espèce et de l'année où cet auteur a créé cette espèce. Le fait que la désignation se fait par un binôme, on appelle la nomenclature linéenne également nomenclature binomiale. Donc, si vous voulez, c'est des synonymes. Donc, on dit soit nomenclature linéenne, soit nomenclature binomiale. La désignation des genres et des espèces doit être toujours en latin, et elle doit s'écrire soit en caractère incliné ou italique. Quand ce n'est pas possible, pour des raisons techniques, le genre et l'espèce doivent être soulignés. Les accents et les diacritiques sont
exclus de la nomenclature scientifique, aussi bien en paléontologie qu'en biologie. De même, les ligatures sont interdites depuis 1993. Donc vous pouvez les trouver dans les anciens travaux, mais depuis 1993, pour des raisons techniques, elles ont été interdites parce que depuis 1993, la vérification se fait par informatique, par ordinateur, et donc les ligatures comme ça pose des problèmes au niveau du traitement informatique des données. Autre élément à ne jamais oublier, c'est que le nom du genre doit commencer toujours par une majuscule. Par contre, le nom de l'espèce s'écrit toujours en minuscule. Et le nom de l'auteur doit être séparé de l'année par une virgule. On va voir maintenant quelques exemples. On commence par le genre Panthera, qui a été défini par Hawken en 1816, et on va se limiter aux espèces actuelles, sachant qu'il y a plusieurs espèces fossiles. Donc on commence par ces deux ici. Donc vous connaissez tous le lion. Donc le nom scientifique c'est Panthera leo, en italique, l'inné pas en italique, virgule, puis l'année où l'espèce a été créée. Alors en biologie, l'inné est souvent abrégé par son initiale, L, parce qu'il y a plusieurs espèces qui ont été définies par le même auteur, et donc souvent on trouve, au lieu d'écrire le nom entier, uniquement l'initiale. Ici, la troisième espèce, la panthère des neiges, vous voyez qu'elle a été définie plus tard, et pas par Linné. Donc, voilà, donc ça, c'est un peu la même chose. Le genre, l'espèce, donc ça constitue le nom binomial, l'auteur, la virgule et l'année. On arrive aux deux dernières. Si pour une raison ou une autre, il vous est impossible de mettre des caractères italiques, vous faites tout simplement le soulignement. Donc, c'est le même principe. Ici, le latin, ça concerne le genre et l'espèce. Le soulignement, c'est la même chose, ça concerne le genre et l'espèce. Une petite erreur assez fréquente, c'est l'emplacement de la virgule. Je l'ai dit tout à l'heure, la virgule, c'est entre l'auteur et l'année. Mais souvent, on a une erreur des gens qui placent la virgule entre l'espèce et l'auteur. La virgule, c'est entre l'auteur et l'année. Voilà donc pour ce premier exemple. Un deuxième exemple de trilobite du Devonien marocain, plus précisément de la région de la zone Dra'ata-Filat. Vous avez ici 4 espèces différentes, mais qui appartiennent toutes les 4 au même genre, Walliserops. Donc la première espèce a été décrite en 2001, c'est celle-là. Les deux autres en 2006 et la quatrième en 2010. Donc toujours la même chose. Le genre et l'espèce soit en italique, soit souligné. L'auteur en écriture normale, virgule, et l'année de création du taxon. Un troisième exemple, Atlasaurus imlaki. Donc, vous connaissez ici l'Atlas, plus précisément la région d'Azilal. Saurus, que c'est généralement les dinosaures. Imlaki, ça vient tout simplement du nom de géant en arabe. Vous connaissez tous qu'est-ce que ça veut dire Imlaq. Donc, géant, c'est Imlaq. Donc, Imlaki, ça vient tout simplement de Imlaq. Et bien évidemment, ici, l'auteur et l'année. Donc c'est Montbaron et collaborateur en 1999. Un autre exemple, toujours au sein des dinosaures marocains, c'est Tazouda, c'est la zone où ce dinosaure a été découvert. Donc, vous voyez ici, ça a été découvert dans la région de Tazouda. Donc, on a ajouté le suffix que signifie dinosaure. Et ça a été découvert après celui de Azilal. Et il est caractérisé par une stature beaucoup plus svelte et de le nom
naimi, qui vient tout simplement de l'arabe naim, par opposition au géant d'Asile. Voilà donc pour la nomenclature du genre et de l'espèce. Maintenant, on va passer aux catégories infraspécifiques, c'est-à-dire des subdivisions à l'intérieur d'une même espèce. On distingue les variétés pour les végétaux, les races pour les animaux, mais les variétés et les races n'obéissent pas aux lois de nomenclature. Par contre, les sous-espèces obéissent aux lois de nomenclature. Donc, pour les variétés et les races, je vais vous donner rapidement simplement un exemple de chaque, et on passe à ce qui nous intéresse le plus, les sous-espèces. Alors, pour les variétés, j'ai choisi le cas des tomates. Donc, vous connaissez tous les tomates. Vous voyez ici quelques variétés. Mais en plus de celles-là, il y en a plusieurs autres. Comme vous le voyez là, il y a environ 13 à 14 000 variétés. Pour les races, j'ai choisi un exemple que tout le monde connaît. Au moins, à l'approche de l'Eid Kbir, tout le monde connaît le mouton. Voilà, donc, exemple de race ovine du Maroc. Mais, comme je viens de le dire, la nomenclature pour les variétés et les races n'obéit pas aux règles de nomenclature. Par contre, les sous-espèces ont des règles de nomenclature. D'abord, pour la définition, les sous-espèces, c'est des groupes séparés par des discontinuités géographiques et des variations morphologiques. Mais l'élément clé, c'est qu'elles restent toujours potentiellement interfécondes. Lorsque vous avez deux populations qui ne sont plus interfécondes, ce n'est plus des sous-espèces, c'est des espèces différentes. Donc les sous-espèces, ça sous-entend que que leurs populations respectives sont potentiellement interfécondes et bien évidemment à descendance fertile. Pour la nomination, on connaît déjà le binôme qu'on vient de voir formé par le genre et l'espèce. Et pour compléter, on ajoute un troisième épithète qui vient s'insérer entre l'épithète spécifique et l'auteur. Par conséquent, on parle d'une désignation trinominale ou trinomiale, les deux sont corrects, ou tout simplement, on dit que le binôme classique devient trinôme. Voilà un exemple de la bourgeonnette grise. C'est la même espèce avec une dizaine de sous-espèces différentes. Donc, c'est la même figure que vous avez dans votre polycope, page 49, sauf que sur le polycope, c'est en noir et blanc. Là, c'est mieux. Et on va s'intéresser uniquement à ces trois sous-espèces, les trois sous-espèces du côté est de l'Atlantique. Voilà donc ici la sous-espèce de l'Europe occidentale, c'est ce qu'on a donc le genre, l'espèce, la sous-espèce, puis l'auteur, virgule, et l'année. Ici la sous-espèce des îles britanniques, donc bien évidemment le genre et l'espèce restent les mêmes. Ce qui change, c'est uniquement la troisième épithète ou l'épithète subspécifique. Et la troisième sous-espèce, c'est ce personnata qui existe uniquement au Maroc. Voilà donc un exemple de nomenclature des sous-espèces. Donc, en rouge, vous avez ce qu'on appelle l'épithète spécifique, ou si vous préférez, relative à l'espèce, et rose, les épithètes subspécifiques, ou si vous préférez, relatives aux sous-espèces. Voilà donc, on a vu le genre et l'espèce. On vient de voir les catégories infraspécifiques, particulièrement la sous-espèce, et il nous reste à voir les catégories supragénériques, c'est-à-dire supérieures au genre. Et la désignation latine des taxons supérieurs au genre utilise généralement, je dis bien généralement,
des suffixes parce qu'il y a plusieurs exceptions. On va en voir quelques exemples. Parmi ces suffixes, il y a 4 qu'il faut obligatoirement connaître par cœur, à ne pas oublier. C'est les suffixes relatifs à l'ordre, c'est toujours ida, pour le règne animal au moins. Le sous-ordre ina, la sous-famille ida, mais avec un e, et la sous-famille ina avec un e. Voilà, donc ces 4 suffixes, d'ailleurs, vous les avez déjà utilisés en TP, donc il ne faut jamais confondre le D et le N. Le D, c'est soit l'ordre, soit la famille, et ina, c'est soit sous-ordre, soit sous-famille. Et les 2 premiers ordres et sous-ordres ne prennent pas de E, alors que la famille et la sous-famille prennent un E. Donc il y a d'autres suffixes, vous pouvez les consulter facilement sur Internet, mais pour vous, pour la paléontologie S4, les 4 à retenir obligatoirement, ce sont ces 4. Et en fonction du groupe et leur caractère, certains clades ou taxons peuvent être soit subdivisés, soit groupés. La subdivision, donc, ça donne sous, et le groupement a donné super. Donc, on a soit sous-famille ou superfamille, sous-ordre, superordre, sous-classe, superclasse ou sous-embranchement. Super-embranchement, c'est rarement utilisé. Et remarquez bien que pour la subdivision, il y a toujours un trait d'union entre le taxon et sa subdivision, alors que pour les super, il n'y a jamais de trait d'union. Alors, je vais reprendre les mêmes exemples que ceux que vous avez dans votre polycopier, et vous voyez donc les 4 suffixes que je vous avais dit tout à l'heure, le DA pour l'ordre, INA pour le sous-ordre, DAE pour la famille et NAE pour la sous-famille. Le deuxième exemple, c'est celui de l'homme, Homo sapiens, né. Donc, bien évidemment, ces eucaryotes, animaux, etc., tout ça, c'est la même chose. Mais à partir de l'embranchement, ça diffère, donc les chordés, vertébrés, etc. Mais surtout, je veux attirer votre attention sur ça. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, que l'utilisation du suffixe n'est pas généralisée. Il y a plusieurs exceptions. Et là, vous avez un exemple d'exception à la règle d'utilisation des suffixes latins. Petite remarque pour la différence entre les végétaux et les animaux, c'est que pour les végétaux, généralement, le D des suffixes est remplacé par un C. Alors, vous connaissez ici le fameux arganier du Maroc, plus précisément, c'est un arganier de la région de Souera. Donc, vous voyez que la famille, ce n'est pas D, c'est un C. Et ici, 2 genres fossiles du Carbonifère, le fameux Calamites et l'Épidodendron, tous d'âge carbonifère. Et vous voyez donc cette différence entre les végétaux et les animaux. Et donc on a pris 2 exemples pour les animaux. Pour les végétaux, on va prendre un seul exemple, le caroubier, que vous connaissez tous. D'ailleurs, son nom vient de l'arabe, vous connaissez le kharrob, donc c'est le caroubier. Et donc pour la classification, donc l'élément que je voulais attirer votre attention, pour lequel je voulais attirer votre attention, c'est surtout ici. Au lieu d'un D, on a un C, ça d'une part. D'autre part, vous voyez que là, on n'a pas de suffixe latin. Donc, un autre exemple d'exception à la règle d'utilisation des suffixes latins.